Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Emmanuel Faure, je m'occupe de l'espace Pierre-Gilles de Gênes et on organise habituellement des conférences expérimentales tous les quelques mois, on va dire. Et souvent, c'est plutôt de la physique ou de la chimie, mais rarement de la biologie, parce que c'est plus dur à monter. Et là, on profite en fait de la semaine du cerveau, qui est un événement national il y a toute une liste d'événements qu'on vous mettra à la fin d'exposé pour organiser cette conférence expérimentale. Et donc, ce soir, Alice Pavlovski va nous montrer en fait comment. Alors, elle est venue pas toute seule justement avec ses mouches. Elle va nous montrer en fait, nous parler de l'énergie et de la mémoire chez les mouches en faisant quelques expériences. J'ai pas dit que tu étais dans du laboratoire de plasticité du cerveau à l'ESPCI. Voilà. Eh bien, bonne soirée. Bon, merci Emmanuel pour cette introduction. Effectivement, moi je suis Alice Pavlovski, je suis enseignant-chercheur à l'ESPCI et je fais ma recherche dans le laboratoire plasticité du cerveau. Et donc c'est la première fois que je fais une présentation comme ça en conf expérimentale. Donc j'ai essayé, donc ce soir, je vais essayer de vous montrer comment on peut utiliser la mouche, donc la drosophile, pour étudier les liens entre énergie et mémoire. Vous avez ici en haut qui tourne une vue du centre olfactif de la drosophile, quelque chose dont je vais beaucoup parler ce soir. Et puis ici, chaque petit point rouge, en fait, ça correspond aux mitochondries, qui sont le lieu de fabrication de l'énergie dans toutes les cellules. Donc tout d'abord, certains d'entre vous le savent peut-être, mais le cerveau représente 2% du poids total chez l'homme, alors qu'il consomme 20% de l'énergie chez les humains. Et en particulier, lors de processus cognitifs complexes tels que la formation de la mémoire, la demande énergétique va être augmentée dans les circuits cérébraux qui sont impliqués dans ces tâches cognitives. Ce qui fait que le cerveau, enfin les neurones, vont consommer plus d'énergie quand ils fonctionnent pour certaines tâches spécifiques. Dans le reste de l'organisme, toutes les cellules ont une capacité particulière qui est d'être capables, pour répondre à des demandes variables en énergie, de s'adapter et d'utiliser différents types de molécules pour produire de l'énergie. Donc, si on fait une analogie un peu grossière, on peut une voiture, le moteur de la voiture va être capable de transformer l'énergie chimique que vous avez par exemple dans l'essence en énergie mécanique. Il faut imaginer que les cellules, elles sont capables d'utiliser de l'essence, du gaz, de l'électricité ou du charbon pour produire une énergie qui va être utilisable par la cellule. Et donc typiquement, dans la cellule, donc là vous avez une cellule d'eucaryote avec un noyau, donc c'est juste un petit schéma, et vous avez différents organelles, et en particulier dans les cellules, ce qui va permettre de produire cette énergie, ce sont les mitochondries, schématisées ici. Et si on les observe à très très fort grossissement avec de la microscopie électronique, on va pouvoir voir que ces mitochondries, c'est comme des petits sacs délimités par une membrane. Et puis, à l'intérieur, il y a des replis membranaires qui vont être critiques pour la production de cette énergie. Et donc, les mitochondries au sein de la cellule, elles vont permettre de transformer l'énergie chimique qu'il y a dans les aliments, donc typiquement le sucre, en énergie qui va être utilisable par la cellule, qui est sous forme d'ATP. D'accord ? Et donc, ces mitochondries, elles sont capables d'utiliser du sucre, mais aussi des acides gras qui sont contenus dans les lipides, donc le beurre, l'huile. Et dans certaines conditions vraiment particulières, elles sont capables aussi d'utiliser des protéines. Typiquement, lorsqu'il y a un jeûne très prolongé, il va y avoir une fonte de la masse musculaire et c'est lié au fait que les mitochondries vont utiliser des protéines qui sont dans les muscles pour fabriquer de l'énergie, parce qu'il n'y a plus rien d'autre.
Alors, et donc tout ça, la capacité des mitochondries et donc des cellules à utiliser différentes sources d'énergie pour produire une énergie chimique utilisable par la cellule, c'est ce qu'on peut appeler la flexibilité métabolique. Historiquement, dans les neurones, donc les cellules principales du cerveau qui sont dans lesquelles sont encodées la mémoire, on considérait que les mitochondries utilisaient uniquement du sucre pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement des neurones. Et typiquement, qu'elles n'étaient pas capables d'utiliser des acides gras. Et donc, ce que moi, je vais vous montrer ce soir, c'est que en utilisant la drosophile, nous avons pu montrer au sein du laboratoire que les neurones sont capables d'utiliser des acides gras pour former de la mémoire associative. Donc, je ne vais pas vous montrer ça ici sur le bureau, mais je vais vous montrer comment on peut manipuler le comportement de la drosophile avec des outils assez simples. D'accord. Donc, je vais vous présenter la drosophile. Donc, celle qu'on utilise en laboratoire, c'est Drosophila melanogaster. Vous avez une image ici donc, de cette mouche qui fait 3 mm de long. Et vous avez représenté ici une vue du cerveau de la drosophile, avec ici les lobes optiques et ici donc les lobes antennaires qui reçoivent les informations olfactives, et cette structure en L là qui correspond en fait au corps pédonculé ou mushroom body en anglais, qui représente le centre olfactif chez la drosophile. Donc c'est le centre de la mémoire associative chez la drosophile. Et puis donc vous avez une échelle ici. Là, ce cerveau il fait 0,5 mm de longueur. Et puis à droite, vous avez les organelles qui, moi, m'intéressent, qui sont les mitochondries. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez des formes très différentes. Ce n'est pas juste un organelle rond ou long ou allongé. Dans un même... on peut avoir des formes très différentes. Apparemment, je vais essayer de ne pas tout casser. Okay. Et là aussi, je vous ai mis une échelle pour que vous ayez une notion de la taille de ces organelles. C'est de l'ordre du micron, même moins que le micron. Et donc, la totalité de cette image, ça représente 0,023 mm. D'accord. C'est pour vous donner une échelle de grandeur. Et donc, une des caractéristiques de cette drosophile, c'est que dans son génome, on retrouve la majorité des gènes qu'on retrouve chez les mammifères. Et donc, comme globalement, on va retrouver un équivalent de chaque gène, des grandes familles de gènes de mammifères dans le génome de la drosophile, les cellules vont fonctionner de façon similaire entre les cellules humaines et les cellules de drosophile. Et en particulier les mitochondries, qui sont donc les usines de production de l'énergie dans les cellules, parce qu'elles ont la même origine, que ce soit elles proviennent des mêmes ancêtres bactériens, que ce soit chez l'homme ou chez la drosophile. L'autre intérêt de la drosophile, c'est qu'on a des outils génétiques très puissants, puisque ça fait plus d'un siècle qu'on utilise la drosophile comme modèle génétique, et donc on est capable de modifier de façon très fine l'expression des gènes, à la fois dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler l'expression d'un gène donné dans une population de cellules qui nous intéresse. Donc nous, globalement, au laboratoire, c'est dans les neurones de ce centre associatif de la mémoire. Et on peut aussi les contrôler dans le temps. Donc le développement de la drosophile, il y a un stade larvaire, puis un stade pupal qui correspond au cocon comme les papillons, et puis un stade adulte avec des jeunes adultes et puis des adultes plus âgés et puis jusqu'à la fin des vieilles mouches. Et donc, en fait, on peut aussi contrôler quand est-ce qu'on veut faire exprimer tel ou tel gène par rapport au développement de la drosophile. Et donc, moi, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est comment est-ce qu'en faisant exprimer un gène spécifique dans tous les neurones du cerveau, on va pouvoir contrôler le comportement des drosophiles. Et pour ça, j'ai ramené des mouches qui ont dans leur génome un gène spécifique qui code pour une protéine particulière, donc qui s'appelle Shibir en anglais. Et cette protéine, suivant la température à laquelle on place les mouches, elle va être normale, elle va avoir sa fonction normale et va permettre la communication entre le neurone A et le neurone B. Et puis, si on modifie la température, eh bien, elle va bloquer la communication entre les deux neurones.
Et donc, cette température, c'est 33 degrés. Donc, je rappelle juste, là, je ne l'ai pas précisé, hein, mais la drosophile, sa température corporelle, elle correspond à la température dans laquelle on la place. Donc, si on la met à température ambiante, comme là, on est là, à 20-25 degrés, la température à l'intérieur, ça sera 25 degrés. Si on la met à 33, ça sera 33. Si je les mets dans la glace, ce que je vais faire à un moment, la température de la drosophile, ça sera 4 degrés. Et donc, je vais faire exprimer mon gène d'intérêt là dans tous les neurones du cerveau de la drosophile. Donc ici, vous avez une image en reconstruite qui est à chaque couleur correspond les projections d'un seul neurone. Et on retrouve ici cette forme en L qui correspond à nos neurones du centre olfactif de la mémoire. Donc là, je vais switcher et on va passer à l'observation des neurones eux-mêmes. En attendant, ce que je vais faire, donc avant que vous arriviez, j'ai placé déjà des tubes dans un bac de glace, donc qui sont à température de 4 degrés. Et donc je vais mettre des mouches dedans. Donc j'ai deux types de mouches. Des mouches qui sont normales, qui n'ont pas le gène d'intérêt dans leur génome, et puis des mouches qui ont ce gène dont l'expression va permettre d'arrêter le mouvement des mouches. Alors, si je me place là, donc si on regarde ces mouches-là, vous voyez, elles sont assez similaires, hein. Elles bougent de la même façon. Voilà, ça marche à peu près. Okay. Et si je place l'ensemble de ces mouches à 4 degrés, quel que soit leur génotype, a priori, elles vont s'endormir. Donc, on va faire le test rapidement. Donc, vous allez voir régulièrement, je vais tapoter les mouches. En fait, ça les fait tomber au fond du tube. Et c'est ça qui me permet de les passer d'un tube à l'autre. Là, on voit pas mal. Okay. Donc là, elles sont toutes dans le tube. Le tube est à 4 degrés. Et en fait, déjà, vous voyez, elles sont toutes tombées au fond du tube. Ah, on ne voit pas. Ici. C'est bon. OK. Hop. Donc, je vais les laisser à 4 degrés un petit peu longtemps. Donc, ça, c'était les mouches contrôle. Ça, c'est mes mouches d'intérêt. Okay. Et pareil, je vais les mettre dans un tube qui a été pré-refroidi. Hop. Donc là, déjà, elles bougent beaucoup moins. Okay. Et je vais les laisser quelques secondes à 4 degrés. Hop. Et donc là, maintenant, c'était mon tube contrôle. Ah. Mince. Voilà, on les voit. Hein. Voilà. Par rapport aux mouches avant, voilà, elles étaient comme ça et elles bougeaient. D'accord ? Donc normalement, au bout d'un moment, elles vont se réveiller. Alors comme je suis un peu impatiente, on va juste les transférer dans un autre tube pour qu'elles se réveillent un peu plus vite. Hein ? Normalement, elles doivent se réveiller. Hop. Donc ça, le truc important que je voulais vous montrer, c'est que quel que soit le transgène qu'elles ont, le gène qu'elles expriment, elles se comportent pareil. Dans tous les cas, à la glace, les 4 degrés, ça permet de les endormir. Alors, en labo, on utilise soit cette technique-là, soit on les met avec du CO2, et ça les endort aussi. Et à chaque fois, elles vont se réveiller. D'accord ? Donc là, on voit le tube à gauche, et les mouches, elles commencent à se réveiller. Donc quand elles se réveillent, elles vont commencer à bouger, remonter le long des parois et tout ça. Okay. Donc maintenant, je vais faire la même chose, sauf qu'au lieu de les mettre dans des tubes pré-refroidis, je vais les mettre dans des tubes qui sont à 33 degrés. Donc c'est là la petite étuve devant lequel sont placés les tubes. Et je vais faire la même chose. Je vais prendre des mouches contrôle et puis des mouches élave. Hop. Donc là, elles ont commencé à se... Voilà. Alors même, je vais prendre les... Voilà. Okay. Tant qu'elles se réveillent, je vais les mettre là. Alors, hop. Donc là-dessus.
Donc, je commence par celles qui sont normales. Okay. Donc, c'est les cantons, ce qu'on appelle les cantons S, c'est notre souche contrôle, d'accord. Donc, je les ai transférées dans un tube qui était préchauffé à 33. Ok. Est-ce qu'on les voit là? Ouais. On les voit, elles bougent. Elles vont rester actives, a priori, tout le temps. Et maintenant, je vais faire la même chose avec les mouches qui expriment ce gène qu'on appelle thermosensible, Shibir. Et donc, on va voir les mouches progressivement tomber au fond du tube. Parce qu'en fait, on inhibe l'activité des neurones dans l'ensemble du cerveau. Et ça fait que donc, ça contrôle aussi les neurones du contrôle moteur, locomoteur. Et donc, elles vont tomber au fond du tube parce qu'elles n'ont plus l'activité de leur cerveau est réduite. Donc, ça met un peu plus de temps que quand on les met à 4 degrés. Mais surtout, on voit la différence. Là, c'est vraiment gène spécifique. Donc, suivant ce qu'elles expriment, elles vont... voilà. Et donc, après, si on les ressort, progressivement, pareil, elles vont se réveiller. Et donc, là, moi, ce que j'ai fait exprimer dans l'intégralité du cerveau. Mais après, on aurait pu décider de le faire exprimer uniquement dans un type de population neuronale. Donc là, je vais les ressortir. Hop. Et voilà. Après, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était une mouche à fort grossissement. Donc, je vais utiliser le fait qu'elle soit encore endormie pour vous les montrer. Alors. Et donc, si je vous mettais à côté les mouches que j'ai utilisées comme contrôle, vous verriez, physiquement, on ne fait pas la différence entre les deux. La seule façon de faire la différence entre les deux types de mouches, c'est vraiment de les mettre dans l'incubateur à 33 et de voir d'un côté les mouches qui tombent et de l'autre, au contraire, vont avoir tendance à avoir un métabolisme plus actif puisqu'elles sont à température plus élevée. Voilà. Voilà. Donc moi, ce que je vous ai montré, c'est expérimentalement, là, comment on fait pour inhiber l'activité de neurones en faisant exprimer un gène particulier. Ce qu'on fait au laboratoire, alors ça nous arrive de faire ce type de manip, mais pas en faisant exprimer ce gène-là dans tout le cerveau, mais en essayant de disséquer l'implication d'un neurone donné dans un comportement spécifique. Après, là, ce que je vais vous montrer plus dans le reste de la présentation, c'est comment est-ce qu'on peut inactiver l'expression d'un gène, d'accord, avec des outils un peu différents, et comment est-ce qu'on peut aussi suivre l'activité ou quantifier un métabolite donné dans des neurones. Et typiquement, c'est ce qu'on fait donc, avec de l'imagerie in vivo. Donc, au lieu de faire exprimer Shibir, on va exprimer une protéine fluorescente. D'accord ? Donc, il va être excité à une longueur d'onde donnée et réémettre à une longueur d'onde donnée. On va faire exprimer ça donc, dans les neurones qui m'intéressent, ici le centre olfactif de la mémoire. Et on va ouvrir une petite fenêtre sur la tête de la mouche et on va placer la mouche sous un objectif pour l'observer au microscope. Et si on fait exprimer dans les neurones une protéine, un gène qui va coder pour une protéine fluorescente dérivée de la GFP, qui est sensible aux ions calcium, on va être capable de détecter la concentration, le niveau de calcium dans les neurones qui nous intéressent. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait ici, où vous allez voir, là on a les neurones, 2 neurones, et vous allez voir l'intensité de la fluorescence, l'intensité lumineuse qui varie au cours du temps, et à chaque fois qu'elle augmente, c'est qu'il y a une augmentation du calcium dans ces neurones.
Donc là, on le voit bien. Et cette activité-là, elle est spontanée. J'avais juste pris la mouche, je l'ai mise sous le microscope et j'ai regardé l'activité spontanée de ces neurones et donc l'activité calcique. On peut faire la même chose pour mesurer des dérivés du glucose, on peut mesurer l'ATP, on peut mesurer plein de choses à partir du moment où on a une sonde fluorescente qui va être codée par un gène. Et donc ça, c'est une partie des choses, des techniques qu'on utilise au laboratoire et on associe ça à l'induction de comportements complexes chez la drosophile, puisque la mouche est capable de former de la mémoire, elle est capable de faire tout un tas de comportements assez complexes. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la mémoire associative. On va associer une odeur avec un stimulus positif ou négatif. Et ce soir, je vous parlerai d'une mémoire associative aversive. Donc, comment est-ce qu'on peut faire apprendre aux mouches en laboratoire à associer une odeur avec un stimulus négatif? On va présenter aux mouches une odeur A qu'on va associer à des chocs électriques. Et puis, on va attendre un peu et puis on va leur présenter une odeur B qui ne sera pas associée au choc électrique. Et donc, ces deux informations, elles vont converger sur le centre olfactif de la mémoire chez la drosophile, les corps pédonculés. Et ici, je vous ai présenté donc, dans cette structure un neurone, d'accord, qui a son corps cellulaire ici et qui envoie ces prolongements. Donc ici, il va y avoir les informations olfactives qui arrivent au niveau donc, des dendrites et puis les axones. Et donc, l'odeur A ainsi que la valence du stimulus, donc les chocs électriques, vont converger sur ces neurones. Et c'est au sein de ces neurones qu'on va avoir un encodage de la mémoire qu'on appelle donc trace mnésique. Et cette trace mnésique, elle correspond à une modification plus ou moins stable du réseau de neurones, donc des connexions entre les neurones. Et comment est-ce qu'on fait concrètement donc, pour amener ces chocs électriques et ces odeurs aux mouches? En fait, ce qu'on va faire, donc là, il y a une photo ici, mais je l'ai amené aussi pour que vous puissiez le voir. Mais donc, typiquement, on va mettre les mouches dans ce barillet, dans chacun de ces petits trous. Et dans chacun de ces petits compartiments, on a un circuit électrique imprimé en cuivre qui nous permet, une fois qu'on les aura branchés au système, de délivrer les chocs. Et ce barillet, on le ferme et on le branche à un circuit d'air qui permet d'amener soit l'odeur A, soit l'odeur B. Et tout ça, c'est contrôlé avec un programme pour contrôler la temporalité des présentations des stimulus. Une fois qu'on a conditionné, donc fait la phase d'apprentissage, on va laisser les mouches se reposer quelques minutes, voire plusieurs heures, suivant le type de mémoire qu'on veut former. Et ensuite, on va tester cette mémoire en présentant aux mouches les deux odeurs qu'on a utilisées précédemment. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un petit... Donc, au moment de ce test, en fait, on va réactiver les circuits neurones qui sont impliqués dans la réponse locomotrice pour que donc là, dans ce cas-là, c'est une mémoire aversive. Donc, on va avoir un comportement d'évitement de l'odeur qui a été associée au choc électrique. Et donc là, pour présenter aux mouches les deux odeurs, ce qu'on va faire, on va utiliser un T-maze ou labyrinthe tenté, d'accord. Et donc, on va mettre des mouches dans ce petit compartiment-là. Une fois qu'on aura mis les mouches, on va descendre l'ascenseur, donc elles vont se retrouver coincées au milieu. Et puis ensuite, on va relier cet ascenseur au flux d'air, aux deux flux d'air. D'accord. Donc les odeurs, elles vont arriver par là. Et les mouches, une fois qu'on baisse l'ascenseur jusqu'au bout, elles vont pouvoir choisir entre l'odeur A et l'odeur B. Et on va laisser 1 minute aux mouches le temps de choisir. Et une fois qu'on a fait passer cette minute, on relève l'ascenseur et puis on va compter le nombre de mouches qui ont été vers l'odeur A, le nombre de mouches qui ont été vers l'odeur B, et on va calculer un score de mémoire qui correspond au nombre de mouches
qui ont été vers l'odeur neutre, moins le nombre de mouches à éviter, le nombre de mouches qui ont été vers l'odeur à éviter sur le nombre total de mouches. Et ça nous permet d'appréhender si les mouches ont bien appris et sont bien capables de se souvenir qu'il y a une odeur à éviter dans le truc. Et donc cette mémoire-là, on peut la tester à différents temps. Et typiquement, quand on fait juste un cycle de conditionnement, donc on associe une fois l'odeur A avec des chocs électriques, eh bien, quelques minutes après le conditionnement, les mouches se souviennent très bien. Puis, au bout de quelques heures, on atteint 50% de mémoire. Ça veut dire qu'elles se souviennent quand même globalement assez bien qu'il faut éviter l'odeur A. Et puis, au bout d'un jour, elles se souviennent de plus grand-chose. Elles se répartissent de façon à peu près équilibrée entre l'odeur A et l'odeur B. Ça, c'est ce qu'on a chez la mouche. On l'a aussi d'une certaine façon chez l'humain. Et chez les hommes, on a différents types de mémoire à long terme qu'on observe, on va dire. Donc typiquement, ce qu'on recommande aux élèves, aux étudiants, c'est d'apprendre régulièrement, de revoir leurs cours régulièrement jusqu'à pour bien se souvenir, pour bien apprendre. Donc typiquement, on parle d'un apprentissage espacé dans le temps qui va faire que le jour de l'examen, ils vont se souvenir, mais surtout plusieurs mois après, ils vont toujours se souvenir de ce qu'ils ont appris. Et puis à l'inverse, il y a ce qu'on appelle le bachotage, où la veille de l'examen, les étudiants vont réviser. Le lendemain, c'est bon, ils vont globalement savoir à peu près leur cours, mais par contre, si vous le retestez dans 3 mois, en général, ils ne s'en souviennent pas. Et on peut faire la même chose chez la mouche, voilà. Donc typiquement, on va présenter aux mouches plusieurs fois la même association et en laissant un peu de temps. Alors c'est l'échelle de la mouche, donc c'est plus rapproché dans le temps. Mais donc on va faire des pauses de 15 minutes à chaque fois entre chaque cycle. Et donc si on fait ça, chez les mouches, on observe au bout de quelques heures, on a toujours des scores de mémoire très élevés. Au bout d'un jour, on est encore à 50% de score de mémoire. Ça va se stabiliser. Au 4e jour, on a toujours les mouches se souviennent encore qu'il faut éviter l'odeur A. Et puis, au bout de 7 jours, ça commence un peu à diminuer, mais on est quand même à quelque chose de significativement différent de 0. Si on fait le même type de mémoire là, de bachotage, mais pour les mouches, ce qu'on va observer, donc on fait le même nombre d'expositions à l'association odeur plus choc électrique, mais cette fois-ci complètement rapproché dans le temps. Donc le conditionnement ici, typiquement, il dure 1h30, et là, il dure 20 minutes. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de pause. Et ce qu'on observe ici en bleu, donc immédiatement après le conditionnement, c'est pareil, c'est comme après un cycle ou après conditionnement espacé. Au bout de quelques heures, on est à peu près dans le même ordre de grandeur, mais au bout d'un jour, on est déjà là, on est à peu près à 30% de score de mémoire, donc on est mieux qu'avec un seul cycle de conditionnement, mais on est quand même déjà un peu moins bien par rapport à la mémoire espacée. Et au bout de 2 jours, par contre, il n'y a plus beaucoup de différence avec un cycle, et au bout de 4 jours, on n'a plus rien. Donc on a vraiment, en variant sur le type de protocole de conditionnement, on obtient 2 mémoires qui sont assez différentes, au moins dans leur persistance. Et le titre de ma présentation, c'est quand même mémoire et énergie. Donc on va faire intervenir un peu l'énergie à ce stade-là. Et donc je vous ai parlé des mitochondries et je vous ai dit au début que le dogme, c'est que les mitochondries des neurones utilisent exclusivement des dérivés du sucre. Donc, le dérivé du sucre qui est utilisé par les mitochondries, c'est le pyruvate. Et donc, si on bloque l'entrée de pyruvate dans les mitochondries, dans mes neurones favoris du centre olfactif de la mémoire, ce dont on s'aperçoit, c'est que les mouches ne sont plus capables de former cette mémoire à long terme. Par contre, quand on conditionne ces mouches dont on a bloqué l'import de pyruvate dans les mitochondries, eh bien, ces mouches-là, elles sont toujours capables de former de la mémoire après conditionnement massé. Donc ça suggère que pour cette mémoire à long terme, les mitochondries des neurones utilisent du pyruvate, mais que par contre, pour cette mémoire qui persiste, qui dure un peu moins longtemps que la mémoire espacée, mais qui persiste quand même 24 heures, les mitochondries, elles n'utilisent pas de pyruvate. Elles utilisent autre chose.
Et c'est ce qu'on a cherché à comprendre au laboratoire. Et donc, l'hypothèse principale, c'est que pour produire de l'énergie, les mitochondries, elles peuvent aussi utiliser des acides gras. Et c'est ça qu'on a testé au laboratoire. Alors, pour tester ça, donc la question vraiment, c'est est-ce que les neurones sont capables d'utiliser des acides gras pour produire de l'énergie qui est requise pour la formation de cette mémoire massée? Et donc, dans cette question, en fait, on a un peu deux questions. La première, c'est est-ce que les mitochondries des neurones ont besoin d'acides gras lors de la formation de la mémoire? Et s'ils utilisent ces acides gras, est-ce que c'est pour produire de l'ATP? Est-ce que c'est pour produire de l'énergie? Parce que les acides gras, on peut les utiliser pour plein d'autres choses, et y compris les mitochondries. Donc la première question, pour y répondre, on va bloquer l'entrée des acides gras dans les mitochondries des neurones du centre olfactif chez l'adulte. Et on va ensuite regarder la mémoire chez les mouches. Et donc, on va regarder deux types de mémoire, la mémoire massée et la mémoire espacée. Donc, dans le graphe qui arrive, dans les deux graphiques que je vais vous présenter, il y a en bleu les mouches où on a bloqué l'import d'acides gras dans les mitochondries, et les mouches contrôle qui vont être représentées en blanc et en gris. Donc, chez les mouches contrôle, quand on entraîne les mouches avec un protocole de type mémoire massée, on a des scores de mémoire aux alentours de 35%, d'accord ? Et par contre, quand on conditionne ces mouches-là, où on a bloqué l'import d'acides gras dans les mitochondries, on observe des scores de mémoire qui sont significativement plus bas que les contrôles. Et ça, ce résultat, ça montre que quand on bloque l'import d'acides gras dans les mitochondries, on a un défaut dans la formation de la mémoire massée. Et si on fait la même expérience, mais après conditionnement espacé, on va avoir chez les contrôles des scores de mémoire aux alentours de 35. Et par contre, chez les mouches d'où l'import d'acides gras était inactivé, une mémoire qui est équivalente à celle des contrôles. Donc, quand on bloque l'entrée d'acides gras dans les mitochondries, on affecte uniquement un type de mémoire qui est la mémoire massée. L'autre type de mémoire, elle est normale. On s'y attendait un peu, puisqu'on a montré il y a quelques années que cette mémoire-là, elle était dépendante du pyruvate. Donc, à la première question, est-ce que les mitochondries des neurones ont besoin d'acides gras pour la formation de la mémoire? La réponse est oui. Et donc, la deuxième question est, est-ce que c'est pour vraiment produire de l'ATP et de l'énergie pour les neurones? Pour répondre à cette question, on a utilisé cette fois-ci, on a fait exprimer un gène qui code pour une protéine dont le niveau de fluorescence est proportionnel à la quantité d'ATP. Donc là, vous voyez en bleu, en fait, ça correspond au corps cellulaire des neurones qui expriment cette sonde sensible à l'ATP. Et ici, vous avez un enregistrement en fait du niveau d'ATP dans ces neurones. Donc, au début, c'est le niveau que j'enregistre, le niveau de fluorescence proportionnel à l'ATP. Au niveau de la flèche, j'ai appliqué une drogue qui bloque la respiration mitochondriale, donc qui bloque la production d'ATP. Et là, vous voyez une chute de la fluorescence qui correspond à la baisse du niveau d'ATP dans la cellule, jusqu'à atteindre un seuil basal. Et donc, cette sonde-là, elle me permet d'avoir accès au niveau d'ATP dans les cellules, et donc à la production d'ATP dans les neurones qui m'intéressent, parce que je contrôle où est-ce que je vais la faire exprimer. Donc, la première étape, ça va être de regarder ce qui se passe dans les mouches contrôle, c'est-à-dire les mouches où je vais induire la formation de mémoire massée, et je compare ces mouches-là, donc c'est le petit simplice, à des mouches qui n'ont pas subi cet apprentissage associatif. Et donc, ce qu'on observe, c'est que si on regarde la production d'ATP dans les mouches qui ont été exposées à un apprentissage associatif, il est plus élevé que chez les mouches qui n'ont pas été exposées à cet apprentissage associatif. La question, c'est de savoir, est-ce que cette augmentation de la production d'ATP, elle est liée à l'utilisation des acides gras par les mitochondries?
Et pour tester ça, j'ai utilisé des mouches où, là encore, j'ai bloqué l'utilisation d'acides gras par les mitochondries. Et quand je fais ça, donc c'est des mouches, je vais comparer celles qui ont été exposées à un apprentissage associatif, ici en rouge, avec leur contrôle qui n'ont pas été exposés à un apprentissage associatif. Et là, on voit qu'il n'y a pas de différence entre ces deux groupes de mouches. Donc ça veut dire que là, les mouches n'ont pas été capables de produire plus d'ATP, alors qu'ici, elles en ont produit. Donc cette absence d'augmentation de production d'ATP nous montre bien que l'énergie produite ici, elle est liée à l'utilisation d'acides gras par les mitochondries. C'était le graphe le plus compliqué de ma présentation. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, c'est bon. Voilà. Donc, on est parti au début avec un dogme qui était que les neurones pouvaient utiliser uniquement des acides gras, du sucre pour produire leur énergie. Et donc, avec la drosophile, j'ai pu vous montrer que les neurones sont capables d'utiliser des acides gras pour produire de l'énergie et que ça, c'est indispensable pour la formation de la mémoire associative de type bachotage ou voilà, massé, on va dire. Parce que, donc ça, on l'a montré chez la drosophile, mais à peu près au même moment, il y a d'autres laboratoires, d'autres équipes qui ont regardé ça dans les neurones de mammifères. Et ça, ils ont aussi été capables de montrer que les neurones étaient capables d'utiliser des acides gras pour produire de l'énergie. Alors la différence entre ce que nous, on a montré et ce que eux, ils ont montré, c'est que d'abord, c'est l'espèce, c'est des neurones de mammifères, mais par contre, ils ont montré ça in vitro. C'est-à-dire que là, on est à l'échelle de l'organisme. Eux, ils ont regardé sur des cellules en culture, donc des réseaux de neurones en culture, et ils ont été capables de montrer que dans leur système, les neurones étaient capables d'utiliser des acides gras pour produire de l'énergie. Et donc ça pose une question un peu plus globale de savoir. Donc ça remet en cause ce dogme, mais à la fois chez la droso et chez les mammifères. Et ça pose la question de savoir dans quel contexte, en fait, les neurones vont utiliser plutôt du pyruvate ou plutôt des acides gras. Et est-ce qu'on est capable de savoir pourquoi ? Donc la première hypothèse, c'est de se dire qu'il y a différents types de neurones qui sont impliqués dans différents types de mémoire et qui vont utiliser différents substrats. Donc c'est un peu comme si, en fait, il y avait une exclusivité. Il y a certains neurones qui vont utiliser du pyruvate, enfin des dérivés du sucre, certains neurones qui vont utiliser des acides gras, et ces différents types de neurones, ils vont être impliqués dans des tâches cognitives différentes. Donc typiquement, c'est ce que moi j'observe. Après, ce n'est pas exclusif, ça ne veut pas dire que les neurones qui sont impliqués dans la formation de la mémoire massée n'utilisent jamais de pyruvate, mais en tout cas, majoritairement, ils utilisent des acides gras pour leur fonction. De même, les circuits de neurones qui sont impliqués dans la formation de la mémoire espacée, ils utilisent principalement du pyruvate pour produire leur énergie. Et si on inactive l'entrée de pyruvate, il n'y a plus de mémoire espacée. Donc ça, c'est une première possibilité. L'autre hypothèse, c'est qu'en fonction de la disponibilité des substrats, donc s'il y a du sucre, s'il y a des lipides dans le milieu, les neurones vont privilégier l'une ou l'autre des voies métaboliques. Et donc ça, c'est un peu ce que eux, ils ont montré dans leur modèle in vitro, où en fait, pour montrer que les acides gras pouvaient être utilisés par les mitochondries des neurones, ils se sont mis dans un contexte où il n'y avait pas de glucose, pas de sucre dans le milieu. Et ils ont rajouté un peu de lipides dans leur milieu nutritif. Et donc, c'est que dans ces conditions-là qu'ils ont été capables de montrer que les neurones étaient capables d'utiliser des acides gras pour produire de l'énergie. Donc là, récemment, il y a un article qui n'a pas été encore officiellement publié, mais qui est en révision, donc, qui regarde chez la souris dans un modèle de sclérose en plaques. Ils ont été regardés
profil d'expression des gènes et les voies métaboliques utilisées par différents types de neurones, et en particulier dans des régions qui sont affectées spécifiquement dans leur modèle de sclérose en plaques. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'il y avait des neurones qui sont plutôt sur un profil utilisation d'acides gras, et d'autres neurones qui sont plutôt sur un profil dérivé du sucre. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que les neurones qui sont principalement affectés dans leur modèle de sclérose en plaques sont des neurones qui utilisent du pyruvate. Et que par contre, les neurones qui ne sont pas affectés dans ce modèle-là, ils utilisent des acides gras. Donc, cette dichotomie qui n'est pas noir ou blanc, hein, qui est toute une variation de phénotypes, suggère quand même que chez les mammifères, on retrouve aussi des neurones qui vont utiliser plus ou moins, plus un type de métabolite, plus les acides gras ou plus le sucre. Donc pour conclure, cette flexibilité métabolique, on peut l'avoir à l'échelle neuronale. C'est ce qu'on a vu ici, où c'est vraiment les neurones qui vont switcher plutôt du pyruvate ou vers les acides gras, ou alors à l'échelle du cerveau, où il y a certains circuits qui vont utiliser plus certains métabolites que d'autres. Et se pose du coup la question de ce qui se passe au cours du vieillissement, puisque ça, c'est une donnée qui est maintenant bien établie. Au cours du vieillissement, la capacité à utiliser du glucose diminue. Donc, si on le voit, si on réfléchit à ça sous l'angle d'une flexibilité métabolique à l'échelle des circuits, ça veut dire qu'il y a certains circuits qui utilisent majoritairement du glucose qui vont en premier être affectés par cette diminution de la capacité du cerveau à utiliser du glucose. Et donc, potentiellement, c'est les tâches cognitives qui requièrent ces circuits-là qui vont être affectées au début. Si on se place à l'échelle neuronale, j'ai beaucoup insisté aujourd'hui sur le fait que le pyruvate ou les acides gras étaient utiles pour produire de l'énergie, mais il y a d'autres produits intermédiaires, d'autres produits secondaires, et suivant que les mitochondries utilisent du pyruvate ou des acides gras, ce n'est pas les mêmes sous-produits du métabolisme qui vont être générés. Et il y a deux grands sous-produits qui peuvent vraiment avoir une répercussion sur le fonctionnement des neurones. C'est les espèces radicalaires qui sont toxiques. Et en particulier, il semble que quand les mitochondries utilisent des acides gras, elles produisent plus de ces espèces radicalaires toxiques. Et un autre des outputs des mitochondries, c'est la chaleur. Et de même, suivant le type de voie métabolique, potentiellement, la chaleur produite par les mitochondries peut être différente. Et avec tout ça, je conclue en remerciant donc l'ensemble de l'équipe dans laquelle je travaille, donc l'équipe énergie et mémoire, et en particulier les gens qui ont participé à l'étude que j'ai montrée, donc Brian Silva, qui était un étudiant en thèse, Amandine Delcourt, les personnes qui nous permettent d'utiliser des drosophiles tous les jours, Christelle Beauchamp et Alexandre Didley, qui produisent le milieu, s'occupent des drosophiles, et puis nos collaborateurs, et voilà, et vous pour votre attention.